Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette table ronde. Donc nous avons un petit retard et nous sommes en train de chercher Monsieur Guillaume Poupart qui est dans l'établissement, mais on va le trouver assez rapidement. Mais on va d'ores et déjà commencer. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde qui s'annonce passionnante le général Denis Mercier, commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN, et monsieur Guillaume Poupart, qui va arriver, donc directeur général de l'ANSSI. L'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc on devait commencer par monsieur Poupart, mais on va commencer à... Général, si vous me le permettez, on va commencer par vous. Existe-t-il aujourd'hui au sein de l'OTAN une compréhension collective des enjeux liés au domaine de la cyber? Merci pour cette question qui est une question large, et puis merci pour cette invitation. Pour faire simple, mon commandement s'occupe de la transformation de la capacité militaire de l'OTAN. Donc nous on regarde de 15 à 30 ans en avant, en essayant de regarder quels sont les principaux défis. Et je vais répondre justement au travers de ça à la question qui vient d'être posée. Ce qui est important, c'est que quand on regarde des questions comme ça, il faut toujours essayer de se remettre dans l'environnement et de regarder quel est l'environnement dont on parle pour pouvoir répondre à cette question. Et cet environnement, j'ai l'habitude de dire que ce qui a changé dans notre environnement stratégique, et qui est un changement majeur, c'est qu'on est passé d'un monde que je qualifierais de compliqué à un monde que je qualifie de complexe. Compliqué, c'est un monde où on a de nombreux paramètres, mais ces paramètres, on est capable de les mettre en équation et on est capable de les gérer. Un monde complexe, c'est un monde où chaque paramètre a une influence sur les autres, et donc on ne peut pas gérer ça de la même façon, on a trop de variables, et donc on est obligé d'imaginer des solutions qui sont différentes. Et je le mentionne parce que pourquoi ce monde est complexe ? Il est complexe en raison de la variété des acteurs, en raison de la variété des menaces, en raison de l'imbrication profonde de ces acteurs étatiques, non étatiques, des menaces et de situations géographiques qui ont aussi des conséquences mondiales. Mais il est complexe aussi en raison de l'accès à la technologie à un très grand nombre et à l'arrivée de nouveaux domaines dans ce champ, et le domaine cyber en est un. Et c'est pour ça que je le mentionne, parce que le domaine cyber ajoute considérablement à la complexité de notre environnement. Il ajoute à la complexité de notre environnement parce que il est accessible. Je parlais du nombre d'acteurs. En fait, on voit bien qu'un moindre acteur aujourd'hui peut avoir une influence très profonde dans ce domaine cyber, mais ce sont des influences qui peuvent être négatives ou positives. On a de nombreux exemples. Un hacker isolé, brillant, peut avoir un effet disruptif énorme sur un certain nombre de réseaux, mais on a vu aussi dans la récente attaque mondiale que certains spécialistes du cyber individuellement ont réussi à rentrer dans le jeu et à essayer de contribuer à contrer un certain nombre de ces attaques. Donc, et c'est ce qui fait la complexité, parce que ces acteurs, ils peuvent être tout à fait individuels et agir pour des raisons absolument personnelles. Et d'autres agissent pour des raisons plus étatiques, et d'autres agissent pour des raisons plus liées au terrorisme, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on essaye de regarder. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? L'OTAN, dans le dernier sommet de Varsovie, a déclaré le domaine cyber comme un 5e domaine, c'est-à-dire un domaine d'affrontement à part entière, comme le domaine terrestre, comme le sont le domaine terrestre, naval, aérien et spatial. Mon état-major est en charge de la mise en œuvre de cette décision, et la mise en œuvre de cette décision, elle amène un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est bien la compréhension de l'environnement dont j'ai parlé, des menaces et des risques associés. Cette question de risque, elle est très importante. Et il y a un autre défi, et ça rejoint vraiment la question, c'est
Il faut savoir aussi de quoi on parle, parce qu'on parle beaucoup de cyber, mais on n'est pas sûr que tous les gens qui en parlent savent de quoi il s'agit. Et notamment dans le cyber, vous avez un très large champ d'action. Et et notamment, je pense qu'on arrive petit à petit à assez bien comprendre ce que c'est que la partie cyber au niveau de la protection. Mais quand on parle de cyber offensif aussi. Et le cyber offensif, ça c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à faire de l'éducation. Et notamment dans l'OTAN, on essaye d'amener cette chose-là parce que la vraie question c'est est-ce qu'on a un langage commun? Est-ce qu'on a derrière ce langage commun, est-ce qu'on sera capable d'établir des procédures? Est-ce qu'on sera capable d'établir des doctrines? Et est-ce qu'on sera capable d'établir des champs d'interopérabilité pour qu'on puisse échanger de l'information? Et ça, c'est le premier des défis auxquels on est confronté quand on parle de cyber. Parce que nous sommes une alliance et notre réponse, elle doit être collective. Et donc, si on ne va pas dans ces champs de compréhension commune, nos réponses collectives, elles seront difficiles. Et cette question de l'interopérabilité, elle passe d'abord par cette compréhension commune. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça fait partie des grands sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Général, on va faire un petit point sur la maîtrise par la France de ce nouveau milieu qui est le cyber. Où vous la situez-vous dans la lutte, en tout cas dans la maîtrise de la menace cyber? J'ai souvenir que le général de Villiers avait dit qu'on avait pris le bon train. Il avait dit ça en 2008. Et donc j'avais envie d'avoir votre regard d'expert aussi bien français, puisque vous étiez auparavant chef d'état-major de l'armée de l'air, et aujourd'hui vous êtes à l'OTAN. Et puis nous dire, grosso modo, quelles sont les nations les plus avancées en la matière dans ce domaine. Moi, je crois qu'effectivement, le général de Villiers avait raison quand il a dit qu'on a pris le bon train. Déjà, la première chose, c'est, une fois de plus, comme je disais, sur la compréhension des menaces et des risques. Et ça, je crois que la France, dans ce domaine-là, a certainement des choses à faire valoir vis-à-vis de nombreux autres pays. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on le considère à l'OTAN. La France aussi a compris des choses qui sont importantes. C'est quand on parle de cyber, il y a deux choses qu'il faut assez bien clarifier. C'est la politique générale, ce qu'on veut faire, et puis ensuite, les capacités de réaction qui sont de domaines assez différents, et notamment quand on parle de domaine militaire, ce qui est mon domaine particulier. Le domaine militaire est un des champs d'action, mais n'est pas le seul. Et avec la création de plusieurs chaînes en France, qui est soit la chaîne de l'ANSSI, soit la chaîne militaire qui répond plus à des problématiques opérationnelles militaires, je crois qu'on a pris un très bon départ. Maintenant, c'est un domaine où tout le monde évolue très vite. Et moi, je vois aujourd'hui, la plupart des nations de l'OTAN sont en train de se doter de capacités cyber. Et c'est un domaine où c'est pas forcément... Vous savez, dans l'OTAN, toutes les nations sont égales, mais il y a quand même des nations qui sont plus grosses que d'autres. Et ce n'est pas forcément les plus grosses nations qui sont les plus performantes. C'est un domaine de niche. Et notamment... dans l'OTAN, on a une nation qui sert de référence aujourd'hui dans le domaine cyber. Alors, je ne compare pas aux États-Unis, etc. C'est l'Estonie. Et l'Estonie sert de référence pour une bonne raison, c'est que l'Estonie a créé une e-administration. Quand vous allez en Estonie, vous voyez que chaque individu en Estonie a une carte de crédit. Cette carte de crédit, c'est sa carte d'identité, c'est son permis de conduire, c'est la manière dont il va chez le médecin, c'est comment il s'inscrit à l'école, c'est comment il va dans un musée, c'est comment il paye. Et tout ceci sur une seule carte qui regroupe en fait des croisements de bases de données de tous les ministères. Et ils l'ont fait d'une façon d'ailleurs assez remarquable. Et ce qui est intéressant derrière, c'est qu'en faisant ça, ils ont développé une compétence cyber extrêmement forte. Aussi parce qu'ils ont eu des attaques assez fortes. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant pour l'Estonie, c'est que comme ils ont créé ce domaine de compétences, j'allais dire, ils sont en guerre permanente parce qu'il y a énormément de gens, dont certains pays, qui essayent de pénétrer leur système en permanence. Et eux, ils sont en défense permanente. Et c'est pour ça que l'Estonie a développé un centre d'excellence cyber qui est accrédité par l'OTAN. Et c'est pour ça qu'assez récemment, on avait besoin de développer ce qu'on appelle un range pour l'entraînement collectif. Et on l'a développé en Estonie. Et on va d'ailleurs le tester la semaine prochaine. Enfin, on est en train de le tester dans un exercice qu'on mène aujourd'hui en Pologne pour montrer
ça sert à quoi ce range? Parce qu'un des problèmes qu'on a, c'est l'entraînement dans le domaine cyber. Parce que si nous, on voudrait intégrer le cyber dans tous nos domaines d'action, parce que c'est la réalité. On ne fera pas aujourd'hui une opération quelle qu'elle soit, on n'aura pas une crise quelle qu'elle soit sans une forte composante cyber. Mais comment s'entraîner à ça au niveau collectif? Pourquoi? Parce que si jamais d'abord quand vous vous entraînez dans ce domaine-là, vous avez une forte chance, c'est que quand vous créez un exercice, si vous êtes bon dans ce domaine-là, vous allez tuer tous les autres objectifs d'exercice si vous êtes vraiment très bon. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes jamais sûr, à cause de l'interconnexion des réseaux, de la totalité des effets que vous allez créer si vous voulez vraiment agir de façon réaliste. Donc il nous faut la possibilité de créer des structures blanches, en quelque sorte, qui dupliquent nos structures, sur lesquelles on peut faire de l'entraînement cyber réaliste, mais sans aller attaquer nos vrais réseaux. Et c'est ça qu'on est en train de faire. La France a développé un range, mais vous voyez, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, la France, dans un certain nombre de domaines, comme ce range, qui avait pris de l'avance, je crois que ce qu'on est en train de faire, on est en train de dépasser cette chose-là. Donc c'est vraiment un domaine où c'est pas parce qu'on a commencé les premiers qu'on va finir les premiers, et c'est un domaine où il faut en permanence se remettre en question et en permanence essayer de se reposer la question de comment je travaille avec les autres. Alors, on n'est pas dans une compétition, on doit plutôt être dans une approche plutôt de travail en commun. Justement, en France, il y a un débat sur la cyber, sur l'organisation de la cyber, enfin de cyberdéfense. Est-ce qu'il faut créer une armée spécifique à l'image des milieux traditionnels qui sont l'air, la mer, la terre, justement pour lutter contre cette menace cyber? Le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, avait tracé une voie qui était, voilà, grosso modo, le quatrième milieu. On a l'impression qu'il y a des réticences encore en France. Quel est votre regard que vous avez sur la France sur ce point-là? Le problème que vous posez n'est pas spécifique à la France. Et oui, c'est un autre domaine d'opération, mais c'est un domaine qui est très imbriqué à tous les autres. Donc moi, je ne crois pas que la question se pose en termes de faut-il une armée cyber? Est-ce qu'il nous faut des structures et des structures fortes avec des spécialistes? Oui. Mais c'est un domaine qui est complètement partagé, une fois de plus. C'est un domaine qui n'a pas de limite entre le civil et le militaire. Et ça le caractérise également. Donc cette idée d'armée cyber ne me va pas bien parce qu'on a tendance à repenser tuyau d'orgue. Là où, au contraire, il faut qu'on soit capable de travailler ensemble. Dans l'OTAN, on a passé des accords avec 7 grandes compagnies qui font du cyber. Et ces compagnies, en fait, on partage de l'information au jour le jour avec elles. Et en fait, on n'est pas dans une relation contractuelle financière. On est dans une relation où tout le monde a compris qu'on avait intérêt à partager de l'information. Ce qui est derrière, je pense, toute la révolution numérique. C'est-à-dire que la révolution numérique, elle est basée sur le partage de l'information. Elle n'est pas basée sur de la rétention d'informations. Et dans ce domaine-là, on le voit bien avec ces grandes compagnies, qu'on a absolument intérêt à travailler ensemble. Et j'ai discuté il n'y a pas si longtemps dans une conférence avec le directeur opérationnel de Cisco qui me disait, mais vous savez, le business, on le fera derrière. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de travailler ensemble déjà. Par contre, c'est un domaine où le monde civil évolue, le monde privé évolue souvent plus vite que le monde étatique. Et donc, c'est vraiment un domaine où on a besoin d'avoir une cohérence globale et certainement pas de s'enfermer dans des murs, parce qu'une fois de plus, ces menaces-là, elles sont absolument transverses. Donc moi, je ne crois pas du tout à la 4e armée. Je crois par contre que c'est un domaine qui doit avoir un large partage et qui est un domaine rassembleur, même entre les domaines privés et étatiques. Plutôt transverse alors? Complètement transverse, exactement. D'accord. On a vu qu'il y avait des différences d'approche entre évidemment l'OTAN et la France en matière de lutte contre la menace cyber. Quelles sont ces différences d'approche que vous avez pu voir entre la France et l'OTAN dans cette manière de gérer la maîtrise de la menace? Et justement, il y avait un point qui me plaisait beaucoup, en tout cas, c'était de savoir comment l'OTAN pouvait riposter ou en tout cas fonctionner en cas d'attaque. Je ne suis pas sûr qu'on ait de grandes différences d'approche. La seule chose, c'est que
On a cette grande question dans la mise en œuvre de la décision dont j'ai parlé tout à l'heure, cyber comme un 5e domaine. Est-ce qu'on met en œuvre, est-ce qu'on développe un centre spécifique cyber avec un commandement cyber dans l'OTAN? C'est une option. Pour être franc, c'est absolument pas l'option sur laquelle que je pousse. Moi, je crois beaucoup à une option fédérée, c'est-à-dire que comment on est capable, moyennant une structure simple, de fédérer les capacités qui existent, qui sont énormes dans toutes les nations de l'OTAN et les nations partenaires. Et quand je dis partenaires, j'intègre une fois de plus le secteur privé. Dans l'exercice qu'on est en train de mener en Pologne aujourd'hui, on va utiliser pour la première fois le nouveau range qu'on vient de développer, mais on va faire deux choses. On est en train pour la première fois, de relier des capacités cyber de plusieurs pays. Simplement de les relier et de voir comment elles échangent de l'information. Quels sont les problèmes d'interopérabilité, quels sont les problèmes de compréhension mutuelle. Ça, c'est la première fois qu'on le fait, et c'est une première étape importante. Mais on va plus loin, on fait un démonstrateur où on a créé en quelque sorte un scénario avec une menace cyber, et on a des outils qu'on est en train de développer, et on est en train de faire réagir, en fait, alors là, pour l'instant, c'est une simulation, un pays seul, mais on est en train et en parallèle, on crée une approche beaucoup plus fédérée, et on regarde quels sont les temps de réaction. Et en fait, on s'aperçoit que les temps de réaction de l'approche fédérée et les réactions sont bien supérieures aux pays seuls. Et donc, pour l'instant, c'est de la simulation. Ensuite, il faudra qu'on le mette en œuvre. Mais ça, c'est important. Et on est en train, au travers de ça, de développer des outils qui montrent à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. Parce que la vraie question, c'est quoi? On fait du cyber pourquoi? Et on ne fait pas du cyber pour du cyber. On fait du cyber pour protéger des données, ou alors pour donner à nos décideurs, qui soient dans toute la chaîne de décision, qu'ils soient politiques ou militaires, pour leur donner la capacité d'estimer le niveau de fiabilité de leurs données. Et donc c'est ça l'outil qu'on est en train de construire, c'est comment on monte ce niveau de fiabilité et comment, en fonction de ça, on rétablit un niveau de fiabilité à un niveau donné pour pouvoir prendre des décisions, que ce soit des décisions du haut de la chaîne politique ou dans la chaîne militaire. On fait du cyber pour ça. Et d'ailleurs, moi, c'est important parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas à un seul système qui soit développé qui ne tourne pas autour de l'échange de données. Nos futurs systèmes opérationnels, le cœur de système opérationnel, c'est la donnée. Et c'est l'échange de données. Et comment on récolte des données, comment on les fusionne et à qui on les redistribue. Et donc, on a besoin pour ça, une fois de plus, de les protéger. Mais la protection ne sera jamais à 100%. Mais on a besoin de détecter et de donner des probabilités de fiabilité de ces données. Et ça c'est un autre élément. C'est pour ça qu'on fait du cyber. Et voilà ce qu'on est en train de faire. Et pour la deuxième partie de la question, ça fait partie aussi de nos réflexions. C'est quelle réponse? L'OTAN ne s'est pas interdit du tout, même si ça n'a pas été exprimé comme ça officiellement au sommet de Varsovie, d'avoir une réponse de type article 5, c'est-à-dire une réponse qui soit beaucoup plus globale à une attaque cyber. Parce que quand on parle d'attaque cyber, on a souvent tendance à se dire c'est une attaque cyber, on répond par du cyber, et on se limite au domaine cyber. Mais en fait, quand on a une attaque, le cyber de l'attaque cyber, c'est presque anecdotique. Enfin, j'exagère, mais ce qui est important, c'est quel est l'objectif et quel est l'effet sur l'objectif. Et la réponse, elle doit être dictée par l'objectif, l'effet sur l'objectif. Elle ne doit pas être dictée par le fait que ça soit cyber. Parce qu'une attaque cyber peut être beaucoup plus destructrice éventuellement qu'une attaque cinétique. Et donc c'est comme ça qu'on doit y réfléchir. Et c'est comme ça qu'on essaye d'y réfléchir pour regarder quelles sont les réponses possibles derrière, qui sont beaucoup plus larges et qui, pour l'OTAN, pourraient être une réponse de type déclenchement d'un article 5. Par contre, ça pose d'autres questions, ce que je viens de dire. Et les autres questions, c'est, puisqu'on réagit comme ça, est-ce qu'on est au niveau de ce domaine cyber? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le temps de paix? Ou est-ce qu'on est dans un état de crise permanent? J'ai plutôt tendance à penser qu'on est dans un état de crise permanent. Si on est dans un état de crise permanent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a
Est-ce qu'on a des procédures de temps de paix, qui sont des procédures légitimes de défense, en quelque sorte, comme dans tous les autres domaines, ou est-ce qu'à ce moment-là, on a cette possibilité de se dire, mais si on est dans un état de crise, est-ce que ce n'est pas une opération? Est-ce qu'on n'a pas des règles d'engagement et qui doivent courir en permanence? Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais ce sont les vraies questions. Ce sont les vraies questions. C'est un domaine où on n'est pas en temps de paix. C'est un domaine où on a des attaques qui sont des attaques extrêmement virulentes, qui peuvent avoir des conséquences extrêmement destructrices. Et donc, comment on prend ça en compte? Mais ça, c'est important. Un autre débat qui fleure, en tout cas sur le domaine de la cyber, c'est faut-il séparer les capacités offensives et défensives? La France a choisi de les séparer. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays? Et quel est votre regard là-dessus? Alors, l'OTAN s'est posé ces questions et l'OTAN a pris la décision en disant nous sommes une alliance défensive, donc l'OTAN se limitera à des capacités défensives. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'offensif. Ça veut dire que l'OTAN, en tant qu'organisation, elle continuera à développer ses capacités défensives et au travers de la, comme je l'ai dit, finalement de la fédération des compétences des pays avec lesquels on travaille. Mais si nous devions avoir une crise où l'OTAN déciderait d'avoir des capacités offensives, et ça concernerait le cyber également, à ce moment-là, l'OTAN poserait la question à... Enfin, le but de l'OTAN serait de définir voilà l'effet que je veux obtenir, souvent combiné à d'autres effets, et en demandant aux nations capables de faire de l'offensif de produire l'effet pour elles. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur cette approche fédérée, on est vraiment sur une approche où l'OTAN ne fait pas tout, l'OTAN c'est une combinaison de nations, et on est capable d'aller s'appuyer sur ce que font les nations. C'est aussi une chose intéressante parce que ça préserve complètement la souveraineté des nations. Ça permet à une nation de dire moi je délivre cet effet, mais je ne suis pas forcément obligé d'aller partager la manière dont je l'ai fait. Et parce que là, on est sur des choses qui peuvent être extrêmement classifiées. Je délivre l'effet qui m'a été demandé. Et voilà comment on y réfléchit. Mais il y a un deuxième sujet. C'est une fois qu'on a dit qu'on était sur des capacités défensives, ça veut dire quoi des capacités défensives? Moi, je suis pilote de chasse. Quand vous faites de la police du ciel, ce qu'on fait tous les jours, c'est une mission de police, en quelque sorte. Donc, dans une mission de police du ciel, vous n'avez pas de règle d'engagement. La seule règle d'ouverture du feu, c'est la légitime défense. Okay. Ça, c'est la police du ciel. Par contre, quand vous montez un cran supérieur, vous faites de la défense aérienne. La défense aérienne, c'est plus de la police du ciel, c'est une opération. Et c'est une opération défensive. Mais dans cette opération défensive, on peut mener des opérations offensives. Et on peut mener des actions offensives. Et la défense aérienne, par exemple, c'est de se dire, je prends une zone et je dis, tout ce qui rentre là-dedans, je le déclare, tout ce qui rentre là-dedans sera abattu. Et à ce moment-là, on se donne les moyens de le faire, et on est toujours dans du défensif. Mais on peut mener des actions offensives. Ça peut aller plus loin, la défense aérienne. Ça peut consister à dire, de l'autre côté de la frontière, j'ai quelque chose qui peut me menacer, donc je vais aller le détruire préventivement, mais on reste dans une mission défensive. Si je dis ça, c'est parce que les mêmes questions se posent à l'OTAN aujourd'hui sur ça veut dire quoi défensif au niveau du cyber? Et le défensif au niveau du cyber ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener des actions offensives tant qu'on est dans l'esprit de défense. Mais jusqu'où ça va? Ça, c'est les questions qu'on est en train de se poser. Monsieur Poupart, merci d'être venu. On était en train de discuter, effectivement, fallait-il séparer les capacités offensives et défensives en matière de cyber? La France a choisi, et vous les avez séparées. Pouvez-vous nous expliquer ce choix? Alors j'espère que je ne vais pas te contredire, mais bon, je prends le risque. Oui, en effet, on a fait ce choix il y a déjà un certain temps, pour des raisons, somme toute, assez simples. Quand on a à la fois une mission offensive et une mission défensive, il y a des conflits d'intérêts qui arrivent immédiatement. En toute franchise, c'est le cas de nos alliés anglo-saxons, qui, peut-être même un peu avant nous, se sont posé la question de qui pouvait faire de la cyberdéfense, et ont trouvé les experts du côté des services de renseignement technique, parce que c'est là qu'ils étaient à ce moment-là. Ils se sont dit, on va confier un sujet qui va devenir extrêmement important, extrêmement complexe aux meilleurs, d'où un choix dès le départ plutôt de fusion des missions. Nous, peut-être partir un tout petit peu plus tard, on a déjà vu les effets négatifs que ça pouvait avoir, et surtout, on s'est rendu compte que
voilà, vis-à-vis de l'ensemble des partenaires que l'on pouvait avoir, vis-à-vis de l'ensemble même des victimes que l'on était amené à traiter, il était quand même très important d'arriver avec une mission claire et unique, et que c'était également très important pour les agents eux-mêmes, pour ceux qui conduisent la mission. D'où ce choix français d'avoir une très claire séparation entre l'offensif et le défensif, l'offensif plutôt confié au ministère de la Défense, les termes sont trompeurs évidemment, et le défensif confié à l'interministériel avec une agence qu'est l'ANSSI, placée auprès de Matignon, de manière à coordonner l'action de l'ensemble des ministères, parce que chacun a un vrai rôle à jouer, et également d'avoir une action en propre, mais toujours en restant sur ces questions défensives. Après, pour être totalement franc et sans langue de bois, c'est pas parce qu'on sépare les missions qu'on ne doit pas se parler et qu'on doit se détester. C'est tout l'inverse. Donc tout l'enjeu, une fois qu'on a fait ce choix de séparation claire des missions, c'est comment est-ce que l'on fait pour travailler ensemble, pour travailler efficacement ensemble, sans qu'il y ait de confusion dans les missions. À titre d'exemple, moi je suis un consommateur friand de renseignements. Tout ce que je peux apprendre sur des attaques en cours, des victimes et tout ça, c'est essentiel pour le métier que je mène. Et évidemment, ça crée des liens très forts avec les services de renseignement, mais toujours dans cette logique de séparation claire des missions. Justement, vous l'avez un peu évoqué d'ailleurs, quelle est l'articulation en France entre la défense, le ministère de la Défense, je parle, et d'une façon plus générale, la politique française qui est incarnée par l'ANSSI dans le domaine de la cybersécurité, et quels sont les liens que vous pouvez avoir éventuellement avec l'OTAN? Alors, l'organisation française que je viens de décrire, les choix que l'on a faits, font que l'ANSSI est autorité nationale, avec un rôle de coordination. Et pour être très clair, notamment sur les aspects défensifs liés à toute l'activité du ministère de la Défense, c'est extrêmement complexe. Ce sont des systèmes en opération, ce sont des systèmes d'armes, voilà, tout ça est d'une extrême complexité. Notre idée est bien d'être là en coordonnateur et de laisser au maximum les personnes compétentes auprès de ces systèmes s'en occuper en termes de sécurité. Donc c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. On a un lien étroit avec la Direction générale de l'armement pour tout ce qui est conception de produits de sécurité. C'est quelque chose qui est historique avec toute l'histoire du développement des chiffreurs gouvernementaux, mais qui continue à s'étendre, où, pour faire très très simple, la DGA est maîtrise d'ouvrage, l'industrie de confiance maîtrise d'œuvre, et nous on est là pour attester de la qualité de ces produits. On a également un lien très fort du point de vue opérationnel, mais je parle toujours de défense, puisque le CALID, qui est le bras armé, un des bras armés, mais enfin la tête de pont, en termes de défense des systèmes du MINDEF, enfin du MINARM, il faut dire maintenant, est colocalisé avec mes équipes opérationnelles au sein du même bâtiment, au même étage, et je tiens à tout prix à les héberger parce que ça crée une proximité très forte, mais en même temps, ils sont concentrés sur leur système. On mutualise tout ce que l'on peut mutualiser, notamment en termes de développement d'outils. Et après, chacun est sur son champ. Et avec l'espoir qui est plus qu'un espoir d'ailleurs, le jour où il y a une crise majeure, et on ne les a pas forcément encore connues, ces crises majeures, on puisse assez facilement basculer des bras, des cerveaux, du domaine militaire au domaine plus civil que l'on incarne, de manière à mettre un maximum de force au même moment sur les mêmes sujets. Donc ce lien, il est extrêmement fort, il est très positif. Le même lien se développe avec les autres ministères, puisque chacun doit rester dans ses compétences. Typiquement, la cybersécurité, c'est un sujet qui pose plein de questions au niveau des coopérations internationales ou au niveau de la diplomatie. Quand on parle avec certains pays, moi je préfère que ce soit des professionnels et donc des diplomates, des gens du Quai d'Orsay, qui soient en première ligne, bien évidemment fortement alimentés par ce que l'on peut leur donner, mais c'est vraiment leur métier, et puis ils ont une vision plus globale des choses. On travaille beaucoup avec le ministère de l'économie qui a compris l'intérêt de développer une vraie sécurité, notamment pour nos entreprises. On travaille évidemment avec le ministère de l'Intérieur et ainsi de suite, qui a également beaucoup de systèmes à protéger. Donc vraiment, c'est ce rôle de coordination et en même temps de mission en propre. Et pour rebondir plus sur le champ international et notamment le lien avec l'OTAN, voilà, typiquement avec l'OTAN, c'est à la fois le ministère de la Défense et l'ANSSI sur ces questions de cybersécurité qui en parlent. Dans certaines réunions de haut niveau, j'y vais évidemment avec l'amiral Coustillère, qui est le ComCyber, et ça se passe très très bien, objectivement. Il y a tous les aspects diplomatiques également liés à l'OTAN,
que l'on suit d'extrêmement près. J'ai aperçu Jean-Baptiste là, qui en particulier suit ça chez moi. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un travail collectif fondamentalement, où l'idée c'est que chacun ait ses missions claires, d'éviter les redondances, d'éviter surtout les trous dans la raquette, et que chacun soit vraiment dans ce qu'il sait faire le mieux. Alors j'ai une question pour vous deux, une question plutôt d'ordre général, mais avec votre expertise, votre regard, et bien sûr dans un monde qui évolue très très vite dans ce domaine-là, est-ce que le cyberespace peut-il accepter une régulation mondiale type ONU ou autre? Qui veut commencer? Les travaux actuels, il y a des travaux menés par un groupe d'experts à l'ONU depuis maintenant plusieurs années, ont abouti à quelque chose d'important et qui va peut-être vous paraître être une évidence, c'est le fait que le droit international, tel qu'on le connaît, tel qu'il s'est construit parfois pendant des siècles, s'applique dans le cyberespace. On lutte contre l'idée que tout ça est nouveau, tout ça est différent, et donc on doit repartir d'une page blanche pour voilà, réguler ou pas d'ailleurs ce cyberespace. Non, le droit international doit s'appliquer dans ses grands principes. Après, une fois qu'on a dit ça, mon intuition, c'est qu'il y a des choses qui sont probablement d'application immédiate. Il y a d'autres règles qui nécessitent une adaptation, parce que le cyberespace, c'est quand même un milieu différent des autres, avec des caractéristiques propres. Il ne faut pas le caricaturer jusqu'à dire que c'est un monde sans frontières et tout ça, mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas un milieu matériel. C'est un milieu qui est un milieu quelque part artificiel, créé par l'homme, c'est le premier. Donc pareil, ça pose d'autres questions. Donc il y a probablement des règles qui nécessitent une adaptation qui est complexe à mener, et on ne peut pas exclure la possibilité d'avoir des règles vraiment spécifiques et originales liées au cyberespace. On ne ferme pas la porte, mais aujourd'hui on ne se précipite pas du tout sur cette option, parce que on a vraiment l'impression que les grands principes du droit international sont en grande partie suffisants aujourd'hui pour réguler au juste niveau ces questions de cyberespace. Général. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Et ce qui amène d'ailleurs un certain nombre de questions dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on est en train de se poser à l'OTAN, c'est puisque ces grandes règles s'appliquent de façon générale, posons-nous la question à l'intérieur de ces règles. Ce que je vous dis est, sommes-nous en temps de paix dans le domaine cyber? Sommes-nous en crise? Et sommes-nous en crise permanente? Et qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau de la traduction de cette crise permanente, au niveau de potentielles règles d'engagement qui sont des règles à ce moment-là qui vont au-delà des simples légitimes défenses, entre guillemets. Mais ça revient exactement à ça, c'est-à-dire, oui, ça s'applique dans les grands principes, mais à ce moment-là, posons-nous les questions en allant plus loin et amenons des réponses à ces questions, parce que ce sont les réponses à ces questions qui vont nous permettre de regarder comment nous défendons le mieux possible. Il y a aussi plein d'autres applications. On se pose aussi cette question dans l'OTAN pour le développement des capacités. Parce qu'on voit bien que le développement capacitaire normal, traditionnel, tel qu'on le connaît chez nous, par exemple, ne s'applique pas dans ces domaines-là. Les capacités du domaine cyber, elles évoluent très rapidement. Passer ne serait-ce que plusieurs mois à faire une expression de besoin, c'est absolument incompatible avec les capacités du domaine cyber. Donc on est en train de regarder, d'ailleurs on vient de mener une étude dans l'OTAN, de voir comment on pourrait avoir un développement capacitaire complètement différent qui serait adapté à ce domaine-là, aussi adapté au domaine du numérique. Mais une des options, ça serait de se dire, mais à partir du moment où on est en crise permanente, est-ce que les processus rapides qu'on utilise pour les crises permanentes ne s'appliquent pas? Donc vous voyez, on est dans, oui, les règles s'appliquent, mais finalement, poussons le bouchon plus loin. Et maintenant, essayons de traduire ça. Alors, en général, vous avez beaucoup évoqué la coopération. J'avais l'impression, de mon point de vue, que c'était un domaine très peu coopératif, parce que finalement la technologie était un élément clé de souveraineté des pays. Est-ce que effectivement cette coopération a ses limites avec cette question de technologie? Je crois que la question n'est pas simplement technologique. On est capable de coopérer en protégeant ses propres capacités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'OTAN, quand l'OTAN regarde l'offensif, elle se dit l'OTAN ne fera pas d'offensive, ça a été une décision, mais on est capable de demander à des nations de
de remplir les effets offensifs qu'on lui donnerait en cas d'opération. Mais, et comme je vous le disais, ça n'implique pas que la nation qui va le faire partage comment elle l'a fait, et certainement pas d'ailleurs. Donc c'est un domaine où on voit bien que le partage d'informations est compliqué, mais on est vraiment en train d'essayer d'ouvrir cette boîte en regardant petit à petit. Je vous ai dit, on est en train de mener un exercice où pour la première fois, on va connecter plusieurs nations entre elles et de regarder ce que ça veut dire le partage d'informations. Il faut qu'on apprenne en marchant dans ce domaine-là, parce que c'est quand même un domaine assez nouveau. Donc il faut qu'on commence à se connecter, qu'on regarde quels sont les problèmes, parce qu'on va pas le faire. On peut pas le faire en partant directement par le haut et en essayant de penser à tout. Donc on commence ces connexions, on regarde quels sont les problèmes, mais on va essayer de les résoudre petit à petit, de manière à avoir cette approche fédérée, qui est vraiment l'approche sur laquelle on veut s'appuyer dans l'OTAN, plutôt que de reconstruire un commandement supplémentaire qui sera, de mon point de vue, bien moins bon que si on est capable de fédérer ce qui existe dans différentes nations. Monsieur Poupin, votre analyse ? Cette coopération, elle est essentielle, et c'est pas uniquement incantatoire, ce que je dis, puisque quelque part, le point de départ, c'est de dire à chaque nation, que ce soit au sein de l'OTAN, mais on dit la même chose au sein de l'Europe, vous devez développer vos capacités de cyberdéfense. Vous devez être capable de vous protéger. Pour dire ça de manière provocante, moi je le dis souvent, ne comptez pas sur une sorte de bouclier cyber qui va vous protéger. Évitez les analogies avec d'autres domaines qui peuvent être liés à la défense. Vous devez impérativement avoir la capacité de vous protéger, de détecter les attaques qui peuvent être menées depuis votre sol, éventuellement vers d'autres pays, alliés ou pas d'ailleurs, soit dit en passant. Donc il y a un côté national, souverain au départ. Et une fois qu'on a fait ça, il est absolument essentiel d'avoir une coopération étroite. Alors, bien évidemment, plus les sujets sont sensibles et plus il est difficile de coopérer à plusieurs, mais faisons déjà du bilatéral ou faisons ça dans le cadre d'enceintes bien portées par des entités comme l'OTAN. Bien évidemment, c'est compliqué. Mon expérience depuis quelques années, c'est que finalement, quand les gens se rendent compte que c'est leur intérêt, voilà, que ce n'est pas une corvée à porter cette coopération, mais que quelque part, ce que l'on apporte est bien inférieur à ce que l'on en retire, bien évidemment, d'un seul coup, ça se met à fonctionner, et tous les freins qu'on pouvait imaginer se lèvent d'un coup. Et ça peut être valable dans le domaine technologique. Il y a des questions de souveraineté technologique, bien évidemment, mais il y a plein de choses que l'on peut partager également. C'est essentiel dans les domaines d'interopérabilité. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le cœur du sujet traité au niveau de l'OTAN. Et il est essentiel justement que chacun puisse y participer de manière à avoir les bonnes interfaces et pouvoir développer ses propres éléments de système. Et c'est également essentiel dans le domaine opérationnel, puisque même si parfois nos alliés sont ceux qui nous attaquent, dans la grande majorité des cas, on a des ennemis communs, très clairement dans le cyberespace. Et donc on se doit d'être plus efficace en faisant front de manière commune. Et c'est déjà le cas. Alors évidemment, on ne le met pas forcément sur la place publique, mais on a déjà des coopérations de très bon niveau au niveau opérationnel. Et le but est vraiment de chercher à les développer. Restent les coopérations que je mettrais plus dans le domaine de ce qu'on appelle le capacity building. Je disais, chaque pays doit développer ses capacités. Un pays comme la France a l'ambition, et je pense fait partie du premier cercle, du peloton de tête des pays capables de développer de telles capacités au niveau technique, au niveau industriel, au niveau opérationnel. Pour d'autres pays, c'est plus compliqué, très clairement, parce qu'il y a un coût d'entrée qui est extrêmement fort. Et si on veut que tout ça fonctionne tel que je le décris, on se doit d'apporter une aide, d'apporter une coopération, parce que c'est notre intérêt avant tout. Et pour compléter ça, rentre dans le champ de mes responsabilités le développement d'un standard d'interopérabilité qui est de la norme, en fait, pour faire parler des systèmes de commandement entre eux. Et cette norme-là, on intègre le cyber, bien évidemment, dès le départ. C'est une norme itérative, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder aujourd'hui, on a commencé par des systèmes terrestres, ensuite on essaie d'élargir ça aux autres systèmes, et là-dedans, il y a plusieurs manières de considérer ces normes d'interopérabilité. Et une fois de plus, on est allé voir un peu ce qui s'est passé en Estonie. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un pays intéressant pour son e-administration. Et quand ils ont développé cette e-administration et ce croisement de données de différents ministères, on s'est posé la question, mais comment vous avez fait ça pour avoir cette carte unique? Est-ce que vous êtes allé réouvrir, est-ce que vous avez recréé un système ab initio
ou est-ce que vous êtes allé réouvrir les systèmes des différents ministères? Et en fait, pas du tout. La politique qu'ils ont adoptée, c'est chaque système qui existait reste avec sa propre souveraineté et est responsable de sa propre cybersécurité. Et en fait, pour pouvoir ensuite les faire parler, sensiblement, on crée les autoroutes entre les systèmes. Ces autoroutes, on les fait d'ailleurs en source ouverte. Ceux qui ont créé les autoroutes sont chargés de la protection des autoroutes, mais les systèmes eux-mêmes restent chargés de leur propre protection. Et ça, c'est exactement la réflexion qu'on est en train d'essayer d'avoir dans l'OTAN, en se disant on ne va pas les réouvrir parce que ça serait pratiquement infaisable ou trop cher, des systèmes qu'on est en train de connecter. Et notre rôle, c'est de connecter des systèmes nationaux et internationaux. Mais chacun est chargé de sa propre protection. Par contre, les autoroutes qu'on crée, ça, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on les protège. Et on voit bien que c'est comme ça que ça se passe et ça préserve la souveraineté, notamment, de chacun, finalement. Une dernière question avant de passer la parole à la salle. Monsieur Poupart, on n'a pas évoqué encore ou très peu les questions de prévention qui sont évidemment un élément clé pour se défendre. Est-ce que vous voyez, est-ce que tous les pays ou en tout cas toutes les organisations ont le même degré d'exigence qu'en France? D'ailleurs, vous avez délivré un satisfecit assez récent lorsque vous avez rendu le rapport annuel de l'ANSSI en tout cas, les OIV se protègent beaucoup mieux qu'auparavant. Oui, beaucoup mieux, sachant que parfois on parle de très très loin. Donc, mais on est dans le bon sens et on va, à mon avis, à bonne vitesse. Oui, c'est un sujet vraiment essentiel. C'est vrai qu'il aurait fallu commencer par là, dans ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est pas une provocation, ou juste un peu parfois pour taquiner mes amis militaires, mais j'ai l'habitude de dire que dans le cyber, j'ai l'habitude de dire que la meilleure défense, c'est la défense. Une provocation. Pour l'anecdote, j'entendais récemment Claude Onesta, l'entraîneur de handball, vous me direz ça n'a rien à voir, quoique, qui lui disait la meilleure attaque, c'est la défense. Et son argument est extrêmement percutant, parce qu'évidemment, au-delà de prendre tous les buts qui ne sont pas pris, sont autant de buts qu'il n'y a pas à marquer en face, quand on a une bonne défense, on oblige l'adversaire à jouer en dehors de son domaine de confort. Aujourd'hui, encore trop souvent, nos adversaires, les gens qui nous attaquent, ils sont dans leur domaine de confort, ils ne sont pas très gênés dans leur démarche, ils n'ont pas vraiment besoin de faire des efforts. Avec une bonne défense, avec une bonne protection, on peut être beaucoup plus efficace et perturber très fortement ses adversaires. Et alors l'autre chose qu'on me dit parfois, il dit mais oui, mais la défense et tout ça, c'est la ligne Maginot et tout ça. Il y a une histoire de traumatisme en France probablement autour de ça. La défense, ce n'est pas que la ligne Maginot. La défense dont on a besoin, c'est une défense qui est vraiment multifacette, qui doit rester très agile évidemment, et qui passe par des questions de gouvernance, des questions de sensibilisation, des questions très humaines, qui passe par une conception des systèmes qui prend en compte la sécurité dès le départ. Je ne suis pas en train de faire des lignes Maginot en faisant ça, hein, je ne fais pas des murs, hein, mais voilà, notamment quand on fait des systèmes d'armes aujourd'hui, eh bien, dès le départ, on se dit qu'est-ce que j'attends en termes de sécurité, parce que si on veut le faire après, c'est trop tard, ça coûte une fortune et ça ne marche pas, c'est une évidence. Donc il y a un côté architecture dans tout ça, et puis il y a un côté très agile, très opérationnel, qui est de détecter au plus vite les traces d'attaque. Et aujourd'hui, je ne connais pas d'attaquant capable, comme ça, sur un coup de tête ou sur un ordre reçu de tout en haut, d'agir et d'avoir un effet dans la journée. Ça n'existe pas. Il faut des années pour développer des capacités, il faut des mois pour faire de l'environnement au niveau d'une cible. Un cas que j'ai souvent cité, parce que c'est partie des seuls que je peux citer, c'est TV5. TV5, c'était une cible facile, c'était un attaquant très compétent. Et bien cet attaquant, il est rentré 2 mois avant au sein du système pour comprendre, cartographier et préparer son attaque. Donc même dans des cas comme ça, totalement disproportionnés, il y a vraiment besoin d'un très gros travail d'environnement. Et donc la capacité à détecter, donc si vous êtes capable de détecter ces gens-là dans la journée, fondamentalement, même si votre système n'est pas 100% parfait, eh bien l'attaque, elle n'aura pas lieu à la fin. Donc ce côté défensif, mais très agile, il est absolument fondamental, et c'est ça qu'on promeut. Alors est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est bon là-dedans? On part de loin, souvent. Il y a une prise de conscience de la part des dirigeants, qu'ils soient politiques ou d'entreprises privées, qui est réelle. Alors c'est peut-être grâce à l'ANSSI, c'est surtout grâce aux attaquants et aux médias, probablement, mais de fait, tout ça va dans le même sens. Et aujourd'hui, les questions qu'on me pose quand je rencontre les COMEX, c'est plus de savoir si ce que je raconte est vraiment crédible ou pas, c'est plutôt mais comment on fait. Voilà. Les gens cherchent des solutions et sont vraiment très motivés par ces questions parce qu'ils ont bien vu tous les impacts que ça allait avoir, bien au-delà des questions purement techniques liées à la cybersécurité.
Alors, en général, la meilleure défense, c'est l'attaque ou la défense? Mais moi, j'adhère à ce qui vient d'être dit, et notamment, je voudrais insister sur le fait que la clé de tout notre développement, c'est le délai de détection d'une attaque, avant même la défense. Et ça c'est vraiment un élément clé. J'étais il y a peu de temps dans une conférence internationale au Canada avec des grands acteurs privés du domaine cyber, et c'est vraiment quelque chose qu'on partage de façon croisée. Et toute la question, c'est jusqu'à où on peut descendre ce niveau de détection qui est encore aujourd'hui parfois très long, qui peut se chiffrer en mois, et en mois c'est trop long. Et comment on le fait, et une fois de plus, c'est lié aussi à l'évolution d'un certain nombre de technologies et la possibilité de mettre des circuits courts pour pouvoir mettre en place des nouveaux systèmes qui vont avec ce qu'on peut détecter, parce que nos processus d'acquisition aujourd'hui ne sont pas adaptés du tout à ce type de réaction. Donc tout ceci, c'est lié, mais la vraie clé, c'est de façon relativement fiable, parce que je ne suis pas sûr qu'on saura le dire à 100%, de façon relativement fiable, est-ce qu'on est capable de dire je peux détecter en semaine, en mois, une attaque complexe. Et ça c'est ce qu'on doit arriver à faire. Donc on a dépassé un peu le temps, donc on va prendre une ou deux questions très 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 rapides. Vous vous présentez s'il vous plaît, mais très rapidement, questions simples. Merci beaucoup. Oui. Claude Trigano, ancien expert de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. J'ai eu l'occasion à ce titre, et aussi en tant que chercheur, de rencontrer l'ensemble de la recherche américaine à la Maison-Blanche. Et il m'a été donné de rencontrer le responsable de la sécurité américaine à cette époque, c'est-à-dire au moment où Al Gore était vice-président et Bill Clinton président. Je lui ai posé la question de savoir est-ce que les systèmes de sécurité, de cybersécurité étaient au point. Et je pensais, moi, pour ma part, que ça n'était pas du tout le cas. Je l'ai donc mis en garde. On se retrouve très récemment avec une attaque qui a été de très grande ampleur, qui prouve que les systèmes de sécurité ne sont pas si au point que cela. Ma question, parce que je ne participe pas de la langue de bois, pardonnez-moi, je vous demanderai de savoir si, comme je l'ai fait au cours de cette conférence, j'ai présenté les autoroutes médiatiques et de l'espace, à savoir qu'il faut dissocier la partie Internet qui est destinée au grand public et d'autre part les systèmes sensibles, ceux de la défense nationale, ceux des systèmes SCADA, des systèmes industriels. Beaucoup de virus qui ont été pénétrés comme Stuxnet, ses consorts, sont passés par des objets connectés, de la même manière d'ailleurs que dernièrement. Question courte, on est Comment un peu pressé par le temps. Pardonnez-moi, c'est hyper stratégique, je crois que c'est extrêmement important d'avoir une réponse sur ce type de questions. Est-ce que vous ne pensez pas, mon général, qu'il serait temps aujourd'hui de séparer ces deux réseaux, de créer un réseau ad hoc pour la partie véritablement des points sensibles et des défenses aériennes, bancaires, enfin l'ensemble des États, avec des risques de sécurité majeurs pour l'ensemble des populations? Alors ça existe déjà. Quand je regarde l'attaque mondiale qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, quand je regarde les systèmes opérationnels de l'OTAN qui ne sont pas du tout connectés à ça, ces systèmes n'ont pas du tout été touchés. Je parle de nos systèmes opérationnels. Donc ça existe déjà. Par contre, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être très vigilant, parce que comme vous l'avez justement dit, le moindre objet connecté, parfois insignifiant, peut être un point d'attaque. Et donc on pense ordinateur, mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. D'où la vigilance qu'on doit avoir sur nos réseaux qui ne doivent pas être connectés avec le reste, mais ça existe déjà. Et on a déjà des bons résultats dans ce domaine, et encore heureux. Donc, votre question, elle va peut-être plus loin, mais ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas du tout ce que là-dessus en pense. C'est que dans une vie antérieure, j'étais chef du cabinet militaire du ministre de la Défense et responsable de la sécurité pour le au responsable, comment on appelle ça, de la sécurité pour le ministère, et donc de la cyber. Et on avait commencé à imaginer une manière différente de regarder certains réseaux qui devaient être les réseaux les plus résilients de notre ministère, et d'autres ministères. C'était aujourd'hui, finalement, on construit des réseaux et on essaie de mettre des couches de sécurité. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce moment-là, faire un réseau extrêmement résilient? Et à ce moment-là, ça serait à l'État d'aller vendre, voire d'imposer à des opérateurs d'importance vitale d'utiliser ce réseau, et on le maîtriserait beaucoup mieux. C'est une question que je pose, mais c'est une manière autre de voir les choses, en étant plus sur du hard que sur du soft, en fait. Voilà. Et je pense qu'il faut s'interdire aucune réflexion. Monsieur Poupard.
Oui, je tiens à vous rassurer. Les réseaux, notamment de la défense, ne sont pas à plat comme ça sur Internet. On ne serait plus là pour en parler probablement si c'était le cas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où, sous l'emballement du développement du numérique, mais surtout sous le fait qu'on demandait au DSI de faire toujours plus avec moins de moyens, plus au niveau fonctionnel et ainsi de suite, et bien on s'est retrouvé, j'ai plutôt certains industriels en tête, avec des réseaux massivement interconnectés, plutôt à plat, où en gros, pour un attaquant, une fois qu'il est rentré, il a tout gagné. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a un retour arrière massif, où on remet des cloisons, on resépare les réseaux. Alors c'est pas rigolo pour les DSI, c'est pas rigolo parfois pour les utilisateurs, mais la sécurité est à ce prix. On sait très bien que, notamment pour tout ce qui est données classifiées, ce sont des réseaux à part. Alors ça ne veut pas dire forcément totalement déconnectés, parce que les réseaux vraiment autonomes, déconnectés, qui parlent avec personne, il n'y en a pas beaucoup en fait en pratique. Il y a des besoins évidemment d'échange. Mais besoin d'échange, ça ne veut pas dire qu'on branche les câbles ensemble et qu'on met tout sur Internet, c'est beaucoup plus complexe que ça, heureusement. Et ça fait vraiment lien avec le travail d'architecture dont je parlais tout à l'heure. Penser dès le départ les architectures en intégrant les questions de sécurité et pas uniquement de fonctionnalité, de coûts, de choses comme ça. Si je peux juste rajouter quelque chose, je suis vraiment d'accord avec ça. Et dans ces architectures, on a des questions de résilience. Nous, on est en train de développer des architectures opérationnelles de type cloud. Et quand on commence à parler de connexion d'énormément de choses, les gens nous disent « oulala, 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 vous vous rendez pas compte, le cyber ». Et moi, je pense que plus on se connecte, plus on est résilient, parce qu'on est capable à ce moment-là de réarchitecturer en fonction d'attaque notre système. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus de connexion n'amène pas plus de vulnérabilité. Ça amène plus de résilience éventuellement, plus de flexibilité sur la reconfiguration du système. Merci. Oui. Une dernière question alors, très rapide. Merci. Depuis Bruxelles, je suis basée à Bruxelles, en fait, on constate qu'au niveau du civil, les grands réseaux et serveurs ont un grand mal à avouer quand ils ont été pénétrés. On le sait quelquefois infiniment plus tard. Vous parlez du délai d'identification. Est-ce qu'on peut aussi parler du délai d'aveu quand une nation a été, si je puis dire, piratée? Et est-ce qu'elle est toujours obligatoirement spontanément en aveu? Merci. Je vais répondre au niveau international, mais je pense que la question s'adresse aussi au niveau national. Oui, on a besoin de construire cette confiance, et ça c'est absolument nécessaire. Le 29e État de l'OTAN, 29e État depuis une dizaine de jours, c'est le Monténégro. Le Monténégro l'année dernière a eu une attaque cyber assez majeure, et ils étaient encore partenaires. Et ils se sont immédiatement tournés dès qu'ils ont détecté vers l'OTAN en disant on a une attaque, aidez-nous. Et on les a aidés et ça a permis de contrer l'attaque très rapidement. Et ça, c'est une démonstration de cet État finalement au lieu de se dire je vais cacher ce truc-là, en plus je suis un candidat pour arriver dans l'OTAN, donc il faut que je montre. Ils ont au contraire joué la carte de maintenant que je fais partie de ce groupe-là, eh bien je vais utiliser les autres et je vais leur demander une aide et ça a bien marché. Il faut simplement convaincre. Et ça, c'est une question de construction de confiance, en fait. Le fait de dire qu'on est attaqué, c'est très compliqué pour la victime, quelle que soit une entreprise, un État ou que ce soit, c'est une évidence. Ça peut être, surtout au début, contre-productif. Ça va peut-être vous choquer, mais nous, quand on a des victimes qui viennent nous dire être victimes, ou qui sont même obligés de le faire, les opérateurs d'importance vitale en France sont obligés de nous dire quand ils sont attaqués, c'est assez récent. Mais c'est le cas. Le but, pour nous, c'est pas d'en faire la publicité, en tout cas pas au début, parce que quand on détecte une attaque, et on revient à cette question de la détection, c'est un des rares moments où on reprend un peu l'avantage sur l'attaquant. Et quand on a détecté l'attaquant, la dernière des choses à faire, c'est de lui dire qu'on l'a détecté. Parce que c'est là qu'on peut comprendre comment il agit, comment il a réussi à rentrer, quels sont ses objectifs. Et on se retrouve parfois, même souvent, dans des situations qui sont un petit peu complexes à gérer pour la victime. On leur dit, attendez, on ne va pas tout de suite arrêter l'attaque, on va laisser faire, on va éventuellement limiter les choses les plus sensibles. On a absolument besoin de comment est rentré l'attaquant, de comment il fonctionne, parce que si on lui dit tout de suite qu'on l'a détecté, il peut changer extrêmement vite de mode opératoire et on peut le reperdre. Vous voyez ? Donc, en général, on protège la confidentialité de ces affaires-là, mais confidentialité vis-à-vis d'une publication publique, officielle. Après, il y a d'autres choses, il y a d'autres règlements qui rentrent en ligne de compte, notamment celui sur les données personnelles, le GDPR, où là, pour le coup, comme la victime, ce n'est plus tant la structure qui est attaquée que
les détenteurs des données personnelles qui peuvent être volées lors de ces attaques, eh bien, le règlement est très clair. Le but, c'est de prévenir les victimes. Et donc là, on fait, de facto, une publicité autour de l'attaque. Donc c'est vraiment un sujet complexe qu'on gère avec beaucoup de prudence, parce qu'on vous aurait... Avant tout, l'objectif, c'est d'être efficace contre l'attaquant, et ça peut l'être plus ou moins en fonction de la publicité. Merci au général Mercier, merci à monsieur Guillaume Poupart pour ce débat de très bonne qualité. Et je vous rappelle que ce débat, vous pouvez le retrouver sur le site de la Tribune ainsi que tous les autres débats. Merci à vous.